Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que ça fait un an qu'on s'est pas vu, un an que je suis pas venue ici et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que je vous ai écrit réussir ses tests techniques en développement web. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est parce que moi-même, j'ai beaucoup galéré à réussir mes tests techniques, surtout il y a 2 ans, quand je me suis mise à chercher un nouveau poste. Horrible, les boîtes ne vous disent pas en fait quels sont les critères auxquels elles s'attendent pour réussir les tests. Il y a beaucoup d'opacité autour de tout ça. Donc j'ai passé vraiment des semaines, des nuits entières à faire des recherches dans des documentations, dans des articles, des pages de livres pour vraiment apprendre à réussir spécifiquement les tests techniques. Et pourtant je sortais d'une entreprise où on codait bien, hein, d'accord, on codait proprement. Mais voilà, pour vraiment avoir tout ce qu'il fallait en tête, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches et puis ça a payé puisque j'ai fini par être embauchée dans l'une des entreprises qui gère l'un des sites les plus fréquentés en France. Je vous laisse regarder sur LinkedIn pour savoir duquel je parle, hein, sur ma page. Et voilà, donc c'est bien, c'est chouette, hein, tout est bien qui finit bien, mais j'avais encore en travers de la gorge tout le temps qu'il avait fallu que je passe, enfin vraiment tous ces mois en fait, hein, de recherche acharnée et de travail sans relâche. Pour pouvoir enfin réussir ces tests. Et c'est vrai que c'est un problème général en fait finalement dans notre métier, hein, qu'on nous demande de passer une semaine sur une application qu'il faut créer quasiment de bout en bout pour s'entendre dire après derrière « Ah bah non, ton test il n'est pas réussi » sans même savoir pourquoi. Donc il était nécessaire pour moi de vous partager toutes ces informations, moi, que j'avais acquises, que j'avais réunies pour réussir mes tests. Donc vraiment des conseils qui ont marché, qui fonctionnent, pour vous épargner tout ce travail, toute cette peine, tout ce temps à passer, voilà, peut-être en vain hein, finalement, sur ces tests techniques. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né ce livre. Et dans ce livre, qu'est-ce que vous allez trouver? En l'occurrence, la création d'une application typique des tests techniques en React, TypeScript avec ESLint, Prettier, Jest, Testing Library, voilà, tout ce qu'il faut pour des tests techniques voilà, qui fonctionnent. Et vous êtes guidé de bout en bout puisque dans le livre se trouve chaque bout de code attendu, la copie d'écran de chaque résultat aussi attendu dans la page. C'est un livre numérique, donc vous pouvez faire du coding along, follow along, donc vous mettez sur un écran votre livre, sur un autre écran votre VS Code, et comme ça vous pouvez créer l'application tout au long de votre lecture. Super pratique. Et en plus de cela, tout est étayé par des principes théorique. Chaque bout de code voilà, est justifié par une notion théorique, les principes solides de Robert C. Martin. Vous avez aussi des conseils de sommités du web comme Ken Sidoz ou bien Nicolas Sizakas qui ont créé Testing Library et ESLint. Donc vraiment, voilà, tout est... vous avez des preuves, vous avez 209 notes de bas de page, voilà, tout est prouvé, étayé par des sources, et ça vous crédibilisera aussi dans vos candidatures, ça vous propulsera sur le devant de la scène. Ça, je peux vous le garantir parce que c'est ce qui m'est arrivé et ça vous arrivera aussi. Donc, offrez-vous ce cadeau-là de vous épargner tout ce temps, toute cette peine à galérer sur des tests techniques en vous procurant le livre qui est disponible dans la barre de description et vous m'en direz des nouvelles. Au-delà, en fait, finalement, de cette introduction, je voulais aussi que vous puissiez découvrir le livre de façon plus originale, plus interactive. Et il se trouve que ça faisait un moment que j'avais envie de créer une application qui soit propulsée par l'IA. Parce que personnellement, et je suis sûre que c'est le cas de beaucoup d'entre vous aussi, l'IA, moi je l'ai utilisée essentiellement pour lui demander des conseils d'amélioration de mon code. Voilà, donc je sais pas moi, sur ChatGPT ou bien sur GitHub Copilot. Mais je voulais enfin créer une feature qui soit vraiment basée sur... qui soit complètement propulsée par l'IA.
Un peu comme les résumés d'avis sur Amazon ou bien le tag sujet qui est désormais disponible sous les vidéos YouTube, je crois au niveau des commentaires, qui vous permettent en fait de voir la liste des sujets les plus récurrents dans les commentaires. Et tout ça, c'est généré par des IA. Et je trouvais ça super cool. Et donc, je me suis dit, bah tiens, mon envie là de faire enfin une feature qui soit propulsée par l'IA, je peux la mettre en œuvre pour créer un chatbot où vous pourrez poser vos questions sur le livre, réussir ces tests techniques en développement web, et l'IA vous répondrait. Voilà, vous répondrez en se basant sur le contenu du livre. Et comme ça, ce sera un moyen pour vous de découvrir, en fait, d'avoir un petit ding du livre, mais qui soit vraiment adapté à vos propres questions à vous. Et ce, tout en utilisant l'IA. Et donc voilà, on va créer en fait ce chatbot au cours de cette vidéo et comme ça, vous saurez comment utiliser des modèles d'intelligence artificielle en l'occurrence pour créer ce genre d'agent conversationnel sur un livre au format PDF. Et on va faire tout ça dans du code, voilà, et tout en TypeScript en l'occurrence, en utilisant des librairies, des outils que vous ne connaissez pas forcément comme Pinecone, LangChain et puis des modèles aussi d'embedding, des modèles de langage. On va aborder des notions qui sont vraiment propres à l'IA comme les vecteurs, les embeddings encore une fois, les dimensions, les métriques, RAG, les tokens. Tout cela va être très évident et très tangible puisqu'on va vraiment voir des démonstrations de toutes ces notions-là tout au long de la vidéo. C'est pour ça que c'est une vidéo relativement longue, mais pareil, un peu comme dans le livre, finalement, on prend le temps de vraiment bien découvrir chaque notion pour que vous puissiez vraiment les mettre en œuvre et vraiment mettre les deux pieds dans l'IA et puis voilà, vivre avec votre temps. Voilà, je vous laisse avec la suite de cette vidéo et à plus tard. Alors là, on est sur la page d'accueil de mon site. On est en local, j'ai démarré le serveur de dev. Le code front du chat est déjà entièrement disponible. Donc déjà, le chat, vous pouvez le voir dans la page ici, en cliquant sur ce bouton en bas à droite. Il apparaît là. On a un premier message de notre IA qui apparaît, qui nous invite à poser toutes nos questions sur le livre « Réussir ses tests techniques en développement web ». Et le code, du coup, qui est relatif à tout cet affichage, il est il est ici dans ce fichier chat.tsx où vous retrouvez du coup le JSX lié à ce que vous avez vu dans la page et aussi à de la logique qui permet d'effectuer un call vers l'endpoint /API/chat à chaque fois qu'on soumet une question ici dans le chat. Pourquoi le code front est déjà complètement prêt, complètement élaboré là en début de vidéo? Parce que toute la logique va consister à récupérer la question posée ici et à renvoyer une réponse de l'IA qui aura été obtenue d'un modèle de langage. Toute cette logique-là, elle appartient au back. Donc en fait, nous, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va uniquement se concentrer sur la création de ce code côté back. Et voilà, parce que c'est vraiment là où finalement on interagit avec les modèles et avec tous les systèmes relatifs à l'IA. Et donc c'est ça qui est intéressant dans le cas présent. Du coup, tout ce code front sera déjà présent aussi dans le repo de tout cet exercice qui est disponible dans la barre de description. Donc le code front uniquement est présent dans la branche main. Et si vous avez besoin de retrouver tout le code back qu'on va élaborer ensemble dans cette vidéo, il sera présent dans une autre branche de ce même repo. On va avoir deux grandes étapes dans la création de notre back. On va dans un premier temps prendre notre livre et le stocker dans une base de données. Et ensuite, on va prendre la question qui aura été posée dans le chat. On va chercher dans la base de données des informations qui peuvent aider pour répondre à la question. Et ensuite, on va demander à un modèle de langage de générer une réponse appropriée. Donc tout d'abord,
stockage de notre livre dans la base de données. Alors ça va être une base de données Pinecone. Donc je vous invite à aller sur le site app.pinecone.io et à y créer un compte. Donc un compte starter, hein, parce que c'est gratuit. Et ensuite, allez sur le lien Indexes que vous pouvez voir ici et vous arriverez du coup sur cette page de bienvenue. Et ce qu'on va faire, c'est que on va créer un index qui est une unité où on pourra stocker notre livre. Donc, cliquez sur Create Index. On vous demande de renseigner un nom pour l'index. Comme il va servir à stocker le livre, je l'appelle Réussir ses tests techniques. Et ensuite, on vous demande de renseigner quelques informations, notamment les dimensions. Donc, on verra à quoi correspond cette notion de dimension un peu plus tard. Là, pour l'instant, je vais mettre un chiffre qui est, il me semble, 768. Oui, voilà, c'est ça, 768. Voilà. La métrique aussi, on verra à quoi ça correspond. Cosine, on ne bouge pas, on ne change pas. Tout ça, on ne change pas. Serverless, AWS, Virginia, on ne peut pas changer parce que quand on est sous un plan gratuit, on ne peut pas. Et ensuite, on crée l'index. Et voilà, votre index est créé. Et il n'y a rien dedans pour l'instant. Maintenant, il faut qu'on puisse interagir avec l'index de la base de données dans le code pour notamment pouvoir y stocker le livre. Donc, on va dans le repo, assez logiquement, où pour l'instant, vous avez un dossier front-end où se trouve votre composant chat, mais vous avez aussi un dossier back-end où il y a uniquement un fichier utils. Et donc, pour pouvoir, en fait, du coup, interagir avec la base de données, on va avoir besoin d'un client. Alors, on va créer un fichier qui va s'appeler getDatabase client.ts. Pour que ce soit un peu plus simple, puisqu'on va créer plusieurs fichiers, je mets des chiffres 1, 2, etc. pour les fichiers qui suivront. Et comme ça, vous verrez ce sera plus simple pour vous de suivre dans quel ordre on aura créé les fichiers et potentiellement dans quel ordre aussi on va les utiliser. Alors, on va déjà importer dans ce fichier Pinecone. Pour ce qui est de toutes les librairies qu'on va solliciter, elles sont déjà présentes dans le repo du coup en barre de description pour que ce soit plus rapide. Et je vais aussi vous mettre directement le code qui permet de récupérer le client de base de données pour interagir avec la base de données. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Tout d'abord, on initialise le client en question grâce à une classe qui s'appelle Pinecone et qui est fournie par une librairie de Pinecone. En argument, on doit fournir donc un objet avec une propriété API Key, puisque effectivement, pour pouvoir se connecter avec sa base de données, il nous faut une clé en fait qui est fournie par Pinecone. Donc déjà, première chose à faire, générer une clé d'API sur le site de Pinecone, puisque pour l'instant, on n'en a pas. Vous pouvez faire ça en cliquant sur ce lien API Keys ici, à gauche. Moi, j'ai déjà généré une clé qui s'appelle donc LangChain et vous allez comprendre pourquoi elle s'appelle comme ça. Et vous, pour pouvoir en créer une, eh bien, vous allez là dans Create API Key et vous lui attribuez le nom qui vous sied. Vous pouvez aussi choisir LangChain pour que ce soit un peu plus simple. Et après, vous pouvez ici copier la valeur de votre clé pour ensuite, la mettre dans une variable d'environnement. Donc vous allez dans votre fichier .env. Moi, je vais vous montrer le .env.exemple puisqu'il n'y aura pas le... Je ne peux pas vous montrer évidemment la valeur de ma clé. Et donc là, vous pouvez mettre une clé. Moi, je vais l'appeler Database API Key. Voilà. Et puis là, vous copiez du coup votre clé à vous bien dans le fichier .env. Si vous avez aussi un fichier .env.exemple, surtout, vous ne copiez pas votre clé ici parce que sinon, elle va se retrouver sur GitHub. Donc, c'est pas du tout safe. Et d'ailleurs, pour ce qui est de votre fichier .env, assurez-vous bien qu'il soit bien indiqué dans votre fichier gitignore.
Voilà, donc une fois que vous avez vous avez bien renseigné votre clé d'API, voilà, donc il n'y a pas de souci, elle sera bien reconnue ici. Là, vous devez mettre un point d'exclamation à la fin parce qu'autrement, vous aurez une erreur. API key ici qui est surligné de rouge parce qu'en fait, votre variable d'environnement, il est possible qu'elle ne soit pas renseignée, donc elle peut être undefined à l'origine. Pas juste une string, mais undefined. Et API key ici attend nécessairement une string. Donc pour enlever cette erreur, vous devez rajouter ce point d'exclamation. C'est pas très très propre, d'accord? Mais là, ça sera plus facile dans le cadre de cet exercice. Et après, vous retournez du coup votre client qui aura été initialisé. Étant donné que c'est quand même une petite opération, je trouve que c'est pas mal de mettre ça dans un try-catch, hein, de mettre ça dans une promesse. Comme ça, si jamais il y a un fail par rapport à l'initialisation de votre client, vous aurez bien un message d'erreur. Maintenant qu'on a notre client pour communiquer avec notre base de données, on pourrait y mettre notre livre dans la base de données. Mais avant ça, il faut lui faire subir un petit traitement. Il faut le diviser en ce qu'on appelle des chunks, donc en petits morceaux. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc, première chose à faire déjà, c'est disposer du livre dans le repo. Donc, mettre le livre dans le repo. Pour ça, vous pouvez créer un dossier docs ici à la racine et puis y mettre le livre. Moi, je vais le mettre, tac, comme ça, je vais le glisser dedans. Tac, voilà, super. Donc, en l'occurrence, c'est une version raccourcie du livre. Vous pouvez mettre, voilà, le fichier qui vous convient, en l'occurrence en PDF. Hein, donc, ça correspond exactement à ce fichier, hein, donc le livre que vous pouvez voir là, avec sa table des matières et puis quelques pages, c'est à peu près un peu plus de 10% du livre total. Et ensuite, on va coder une autre méthode, une autre fonction plutôt, qui va s'appeler getPDFChunks, voilà, pour pouvoir diviser notre livre en chunks, en petits morceaux. Alors tout d'abord, les imports dont on va avoir besoin, on les indique dans ce fichier. Donc encore une fois, hein, donc les librairies ici de LangChain, LangChain Community, LangChain Text Splitters sont déjà présentes dans le repo de base en barre de description. Ensuite, vous allez avoir besoin d'accéder au chemin de votre PDF que vous pouvez aussi stocker dans vos variables d'environnement à une clé qui va être PDF path comme ceci. Donc là, en l'occurrence, le path, voilà, vous pouvez le récupérer en faisant ça. Tac, là, je vous le mets ici pour information. Hein, on est toujours dans le point env, point exemple, donc normalement, vous ne mettez aucune valeur ici. Mais vous, dans votre point env, du coup, vous pouvez mettre exactement ça, hein, PDF path, et puis ce path-ci qui correspond au chemin de votre PDF. Voilà. Et ensuite, de retour dans votre fonction, vous pouvez mettre une petite constante intermédiaire. Process.env.pdf path, pareil, petit point d'exclamation pour que on considère que ce soit une string et pas un undefined, on va en avoir besoin. Et après, la fonction getChunkedDocs from PDF que voici. Donc, on va voir à quoi ça correspond. On récupère une classe qui s'appelle PDFLoader, fournie par LangChain, qui va du coup loader notre PDF, enfin, qui va nous permettre d'obtenir plutôt une méthode qui derrière va loader notre PDF. Voilà. Et donc, on obtient, en appelant cette méthode load, des documents. Et ensuite, ces documents, on va les séparer grâce à cette autre méthode disponible depuis un text splitter. Split documents, et on va les séparer en petits morceaux, donc en chunks. Et c'est pour ça qu'on stocke la réponse de cet appel-là dans une constante qui s'appelle chunked documents. Voilà, et ensuite on retourne les chunked documents. Donc vraiment deux étapes. D'abord, on load. Et ensuite, on va venir séparer en
en différents chunks notre PDF. Et donc les différentes classes qu'on instancie ici, PDF Loader et Recursive Character Text Splitter, sont fournies par une librairie qui s'appelle LangChain, qui en fait fournit, comme vous pouvez le voir ici, différentes classes, des méthodes, enfin vraiment pas mal de bouts de code qui nous permettent ici de traiter notre PDF, de le séparer en plusieurs morceaux et qui va aussi nous permettre de faire d'autres choses par la suite. Alors, est-ce que vous êtes désormais prêt à stocker vos morceaux, vos chunks de PDF dans la base de données? Eh bien, dites-vous qu'il n'est toujours pas temps de le faire, puisqu'il y a une autre étape à réaliser avant cela, c'est le fait d'obtenir des embeddings. Des embeddings de nos chunks, du coup, de PDF, et c'est ça qu'on va stocker dans la base de données des embeddings. Alors, déjà, on va créer, hop, un nouveau fichier qu'on va appeler embed and store chunks.ts. Ou chunks, non, plutôt embed and store docs. Voilà. Ce sont des chunk docs, mais bon, comme on parle souvent de documents, voilà, sémantiquement, ça sera pas mal. Donc en fait, des embeddings, c'est quoi? Ce sont des représentations numériques d'un autre type de données, donc en l'occurrence du texte qui est contenu dans notre PDF, dans nos chunks de PDF. Voilà, donc on va transformer le texte qui est dans notre PDF en nombres concrètement, et ces nombres-là, ce sont des embeddings, ou bien des vecteurs, c'est aussi un autre nom qu'on utilise. Et donc ici, on va définir une fonction qui va nous permettre de convertir notre texte en embeddings et ensuite de stocker tout cela dans la base de données. Donc pareil, on va écrire les imports dont on aura besoin et ensuite une méthode, enfin une fonction qui est const embed and store docs, voilà, que vous pouvez voir ici, qui va prendre en paramètre le client qui va permettre de se connecter, d'interagir avec la base de données qu'on a définie ici. On lui passera en paramètre en argument à cette fonction quand on l'appellera. Et puis les documents, donc les documents ici, ce sont les fameux chunked docs dont on vient de coder la définition ici. Voilà. Et qui correspondent du coup à notre PDF qui aura été séparé en petits morceaux. Ensuite, donc, au sein de cette fonction embed and store docs, tout d'abord, on voit comment on peut obtenir des embeddings. On peut les obtenir en sollicitant un modèle. Il y a plusieurs types de modèles en fait du coup dont on a besoin dans le cadre de la création de tout ce back-end. Et là, dans cette étape-ci, du coup, d'obtention d'embeddings à partir de notre PDF, on a besoin d'un modèle d'un modèle d'embedding, comme on dit, qui est spécialisé du coup dans l'obtention d'embeddings, voilà, à partir d'un document donné. Et le modèle qu'on utilise nous s'appelle Text Embedding 004. Il est fourni par Google, comme le montre le nom de cette classe qu'on instancie, qui est Google Generative AI Embeddings. Pour pouvoir solliciter ce modèle afin qu'il nous fournisse des embeddings, on doit avoir une clé d'API qui nous est fournie par Google. Donc, du coup, première chose à faire, aller sur le site de Google pour pouvoir obtenir du coup une clé d'API. Donc si je fais Google AI API Key, je tape ça ici. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, Get a Gemini API Key. Voilà, vous cliquez sur ce lien. Ensuite ici, Get a Gemini API Key in Google AI Studio. Tac. Très bien. Et ici, vous cliquez sur créer une clé d'API. Voilà. Et vous aurez en fait tout ce qu'il faut pour pouvoir
créer une clé d'API. Moi, j'en ai déjà généré une. Voilà. Et une fois que vous avez créé votre... Donc, vous pouvez faire ça complètement gratuitement, hein. Comme vous pouvez voir, la clé que j'ai générée, elle y relie à un forfait qui est sans frais. Et puis, après, vous pouvez récupérer votre clé si vous ne l'avez pas récupérée dans la modale de création, ici, en cliquant sur cette valeur-là dans la colonne clé API. Et une fois que vous avez fait cela, de retour dans votre code, vous pouvez créer une nouvelle variable d'environnement. Tac. Que moi j'appelle, j'aime bien appeler AI Provider API Key. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi j'aime bien choisir des noms assez génériques. Vous voyez où il n'y a pas marqué le nom de Google ici, là pour database il n'y a pas marqué que Pinecone, parce que si jamais comme ça on change de nom de base de données, ben du coup on n'aura pas besoin de changer le nom de la clé d'environnement. Et pareil pour le fournisseur de nos systèmes, de nos solutions, de nos modèles d'IA. Si on veut passer de Google à OpenAI, à Mistral AI, enfin bon, à un autre acteur, et ben pareil, on n'aura pas besoin de changer ici le nom de la clé d'API. Donc je trouve que c'est un peu plus robuste comme ça. Et du coup, de retour ici dans notre fonction Embed and Store Docs, donc pensez bien, hein, une fois que vous avez renseigné ici dans votre fichier .env.exemple, bah, de renseigner la même clé dans votre fichier env et du coup d'y coller en valeur la clé d'API fournie par Google ici. Et du coup ici, voilà, vous pouvez fournir à votre modèle d'embedding la clé d'API pour avoir le droit de générer les embeddings. En type de task, ben, vous pouvez indiquer Retrieval Documents. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et après, là, on vous propose aussi de renseigner une propriété title. Donc là, j'ai mis le nom du livre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On récupère l'index de la base de données où on veut stocker nos embeddings. À partir du coup de notre client qui est ici en paramètres. Hello, alors c'est la moi du futur qui vous parle. Je me suis rendu compte qu'au cours de la vidéo, j'avais oublié de vous parler de cette variable d'environnement database index name. Pensez bien à la renseigner. Donc déjà pour retrouver en fait le nom de l'index, hein, vous allez sur le site de Pinecone et en fait il s'agit tout simplement du nom que vous aviez renseigné à la création de l'index. En l'occurrence réussir ces tests techniques ici. Tac, donc vous récupérez ce nom et puis ensuite vous allez dans votre fichier .env. Hop, vous créez une variable database underscore index underscore name et vous mettez, vous renseignez comme nom, ben, du coup, le nom que vous avez mis ici. Et voilà. Et après, on peut vraiment appeler la fonction qui va venir créer les embeddings et qui va nous permettre de les stocker en base de données. Maintenant, vous pourriez me dire, mais Abby, pourquoi stocker le livre en base de données sous la forme d'embeddings, sous la forme de représentation numérique? Pourquoi ne pas le stocker sous sa forme actuelle, c'est-à-dire sous la forme d'un texte, quoi, de texte, voilà, tel qu'on peut le voir là dans le PDF? Parce que les embeddings vont nous permettre d'effectuer des recherches de similarité sémantique. Donc typiquement, si ici, dans mon chat, je pose la question est-ce que le livre montre comment coder proprement, et que dans le livre, il n'y a pas exactement le terme coder proprement, mais que par contre, on a les termes refactorisation, modularisation, découplage, testing, enfin bon, ça veut dire qu'on a des notions qui se rapportent au fait de coder proprement, qui d'un point de vue sémantique, en fait, font partie du même univers que le code propre, quoi. Et du coup, les embeddings, on peut voir donc, ici, vont permettre d'établir un lien entre le coder proprement de la question et puis les notions de refactor, voilà, comment dire, de découplage, etc., qui pourraient être dans le livre. Ce qui ne serait pas possible si on avait en fait stocké le livre directement sous sa forme textuelle. Parce que là, il faudrait du coup qu'on ait les mêmes termes entre la question et puis le livre.
Donc voilà pourquoi stocker le livre sous forme d'embeddings améliore considérablement la recherche du coup d'extraits du livre qui puissent matcher avec la question et encourage du coup le fait d'obtenir une réponse vraiment pertinente de l'IA quand on pose une question dans le chat. Aussi, autre question que vous pourriez vous poser d'ailleurs, c'est pourquoi au fait avoir divisé le PDF en chunks, en petits morceaux, en amont avant d'en obtenir des embeddings et de les stocker en base de données. Parce que déjà les modèles en fait qui permettent d'obtenir des embeddings à partir du coup d'un PDF, en général ils ont un volume maximal de contenu qu'ils peuvent traiter à la fois. Donc ça fait que c'est beaucoup plus pertinent, voire même obligatoire de diviser notre gros PDF en petits bouts pour être sûr que le modèle d'embedding derrière puisse effectivement nous fournir des embeddings. Et aussi, quand il s'agira plus tard du coup d'établir, de chercher en fait des similarités entre entre la question qui va être posée dans le chat et puis le contenu du PDF en base de données, ça sera plus simple de chercher ces similarités-là sur un PDF qui aura été divisé en petits bouts, en petits chunks. Ça permettra de ne pas avoir à parcourir tout le PDF pour trouver un match entre la question et puis le PDF stocké en base de données, quoi. On pourra juste aller chercher dans des petits morceaux choisis du PDF. Et pensez aussi à exporter votre fonction Embed and Store Docs. On va faire ça ici. Export, Embed and Store Docs. Voilà. Votre fichier maintenant est prêt. Alors, donc là, si on récapitule, on a défini 3 fonctions. Donc une pour obtenir notre client, qui nous permet de nous connecter à notre base de données et d'interagir avec elle. Une fonction donc ici pour pouvoir diviser notre PDF en chunks, donc en petits morceaux. Et une autre ici pour pouvoir convertir le contenu de notre PDF en morceaux en nombre, en embeddings, ici présent, et aussi pour pouvoir stocker du coup ces embeddings dans la base de données Pinecone. Donc maintenant qu'on a défini ces 3 fonctions, maintenant on va les appeler. Et pour ce faire, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler call all functions to store docs.ts. Et dans cette fonction, on va importer nos différentes fonctions. Donc la fonction pour obtenir le client de la base de données qui vient de... je sais pas si tu vas me faire une suggestion ou pas, non? Tac, get database client. La fonction pour convertir le PDF en chunks, get chunks, chunk from PDF, chunk docs from PDF. Et la fonction qui va permettre de convertir les chunks en embeddings et de stocker ces embeddings dans la base de données, donc embed and store docs. Voilà. Après, on définit notre fonction, donc const call all functions to store docs. Voilà. Donc en premier lieu, on récupère notre client pour se connecter à la base de données. En deuxième, on convertit le PDF en chunks. Et en troisième, on embed et on store le PDF dans la base de données. Et ensuite, on va appeler cette fonction qui appelle les 3 fonctions précédentes. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, je vais le mettre en commentaire, comme ça vous l'aurez, pour le faire vous-même vous aussi.
c'est que on va définir un script en fait pour pouvoir appeler cette fonction à partir du terminal. Donc le script, on va déjà l'écrire dans le package.json. Il va s'appeler prepare data, parce que c'est exactement ce qu'il va faire. Il va préparer nos données. Dedans, on va appeler une fonction, enfin une librairie TSX qui est déjà présente ici. Et donc le script entier, je le cherche, va faire appel à nos variables d'environnement parce qu'on va en avoir besoin pour avoir les clés d'API de Pinecone, de la base de données, clés d'API aussi du modèle d'embedding de Google. Et ensuite, on va lui renseigner le chemin de ce fichier, en fait, qui comprend la fonction qu'on a envie d'exécuter, ici. Donc, le chemin du fichier, il est là. Je regarde si je peux faire ça. Voilà. Normalement, là, notre script est prêt. Et pour pouvoir l'exécuter, on a juste à écrire npm run prepare .data ici dans le terminal. Et après ça, normalement, on devrait obtenir dans notre base de données ici le stockage de notre PDF sous forme d'embeddings. Donc, on va appuyer sur Entrée, on va voir si ça se passe bien. Ah, alors, qu'est-ce qui va pas? Ah, il n'a pas réussi à loader le PDF. Il faut qu'on installe une autre librairie, npm install PDF parse. Très bien, on va faire ça. Et on va réexécuter notre script prepare data. Ok. Si je update ici, enfin si je, comment on appelle ça, je recharge la page de mon index. Oh, là c'est bon, j'ai bien désormais les embeddings ou vecteurs, hein, donc synonyme on va dire. Donc là vous voyez chaque ligne ici représente un vecteur ou embedding. Et là on va pouvoir regarder un peu plus donc comment se présente cette page. Donc déjà on a 135 vecteurs dans notre base de données, enfin dans notre index. Donc notre PDF qui à l'origine faisait 72 pages et qui a été divisé en chunks a été converti en 135 vecteurs pour que vous voyez un peu quelle est la quantité de texte qui est associée à chaque vecteur. Et donc là, chaque ligne correspond à un vecteur. Il y a pas mal d'informations dedans. On a beaucoup de métadata. Donc tout ça, en fait, ce sont des données que moi j'avais renseignées au moment de créer le livre dans Word et puis aussi directement dans PDF. Vous voyez, hein, il y a plein de métadata. Hein. On est très influencé par les balises data quand on est dev, même quand on écrit des livres. Et après, vous avez aussi le texte associé en fait à chaque vecteur. Comme ça, vous pouvez vous faire un peu une idée de ce que contient comme texte en fait, enfin, ce à quoi correspond chaque vecteur sous sa forme textuelle. Ici, vous voyez, tout ça, c'est le texte qui est associé au vecteur. Alors, il y a une autre notion aussi qui est présente dans chacun des vecteurs, c'est la notion de values. Donc les values, là, quand vous regardez la valeur qui est associée à ce champ values, c'est une suite de nombres ici. Et values, en fait, quand vous remontez un peu plus haut, c'est un synonyme de dimension. Et là, en dessous de dimension, on voit 768. Donc, ce que ça veut dire, c'est que chaque vecteur, ici, possède 768 values ou bien dimensions. Là, concrètement, si vous copiez l'ensemble de ces dimensions ou valeurs, on va checker que vous allez dans votre console de navigateur, Values or Dimensions.
Là, on va coller, tac, on copie. Et ensuite, values or dimensions, on va compter les valeurs qu'il y a dans cette string. Et pour ça, on va convertir la string en tableau. Et les valeurs sont séparées par des virgules. Donc ici, en argument de split, on va mettre virgule. Et effectivement, on voit bien qu'il y a bien 768 valeurs ici qui apparaissent. Donc maintenant, à quoi servent ces valeurs ou dimensions? Elles servent en fait à capter un maximum de nuances du sens des mots qui sont représentés par chacun des vecteurs. Donc plus un vecteur possède de valeurs et plus il y aura cette capacité-là à détecter ces nuances, à détecter ces complexités, ces détails, le contexte, voilà, dans un mot. Et aussi, cosine, ici la métrique cosine, en fait, c'est une métrique qui aide aussi à établir des similarités entre différents vecteurs. Donc voilà, là, on a défini tout le code qui est lié à la première étape dans le back-end, qui était donc le stockage de notre PDF sous la forme d'embeddings dans la base de données. Maintenant, il va s'agir de récupérer la question posée dans le chat, de chercher dans la base de données les extraits du livre qui matchent avec la question et ensuite de demander à un modèle de formuler et d'en renvoyer derrière une réponse qui soit pertinente. Donc pour cela, on va retourner dans notre code. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler... on va l'appeler get chat answer parce que ça va être vraiment le but ultime de ce fichier. Et on va avoir pas mal d'étapes pour faire tout ce qu'on vient de présenter un peu plus tôt. Donc déjà, pour que ce soit un peu plus simple comme d'habitude, on va récupérer tous les imports dont on va avoir besoin. Et là, on voit qu'il manque un import dans Embed and Store Documents. Oui, je vais rajouter une fonction, mais je vais faire ça un peu plus tard. D'abord, je vais récupérer aussi la fonction getChatAnswer. Tac, que je vais mettre ici. Donc elle est plus longue que les précédentes, c'est normal. On a plusieurs étapes à effectuer pour récupérer une réponse digne de ce nom. Et on va passer tout ça en revue. Donc encore une fois, toutes ces librairies sont déjà présentes dans le repo en barre de description. Et pour cette fonction manquante, on va voir comment la rajouter par la suite. Donc la fonction getChatAnswer. Déjà, cette fonction-là, elle va être appelée dans l'endpoint qu'on a vu un peu plus tôt dans le composant chat. Vous voyez ici, à chaque soumission de questions, en fait, on émet un call vers cet endpoint /API/chat. Et dans cet endpoint-là, en définitive, on va appeler cette fonction getChatAnswer. Et on prévoit de récupérer donc la question qui va être posée ici. Et puis aussi l'historique de chat. Donc, vous allez voir ce qu'on va en faire. Première chose dans la fonction, c'est qu'on va sanitize la question, enlever les espaces en trop, etc. On récupère notre client de base de données pour pouvoir interagir avec elle. Donc toujours importer du même fichier qu'on a créé en tout premier lieu. Et on va aussi avoir accès à un vector store qui va être en fait la représentation de notre base de données dans notre code. Et pour cela, en fait, il faut qu'on définisse une fonction, effectivement. Et on peut la définir dans ce fichier embed and store docs où on a déjà notre fonction pour stocker les documents en base de données. Donc la fonction get vector store, tac, je la récupère d'ici. Et en vrai, elle a du code qui est quand même très similaire à la première. C'est tac, tac, tac.
En fait, c'est quasiment la même chose. C'est juste que ici, au lieu d'appeler From Documents, qui était une méthode qui nous permettait du coup de convertir les documents notamment en embeddings et ensuite de les stocker en base de données. Ici, on va avoir une méthode qui va s'appeler From Existing Index. Et en fait, c'est une méthode qui va nous permettre de récupérer cette représentation du coup de la base de données dans le code. Et on va aussi exporter cette fonction get vector store. Voilà. Du coup, nous, l'obtention en fait de notre réponse dans le chat, c'est un processus qui va se dérouler en 2 temps. La première chose à faire, c'est de récupérer des documents dans la base de données. Donc, c'est-à-dire prendre la question là qui aura été posée et à partir de ça, aller chercher dans la base de données des informations, des extraits du livre qui vont matcher avec la question. Voilà. Et effectivement, ici, je vous ai mis en commentaire le nom des étapes. On voit bien, il y a marqué Retrieve Documents. C'est vraiment le but de cette étape. Et en fait, ce qu'on veut faire, nous, très exactement dans cette étape, c'est pas juste prendre la question en tant que telle qui aura été posée, mais plutôt prendre un texte qui va tenir compte à la fois de la question et de l'historique du chat. Comme ça, on aura un texte plus riche, voilà, qui prend bien en compte tout le contexte du chat et derrière, on pourra trouver dans la base de données des informations qui seront plus pertinentes. Du coup, ça veut dire que ce texte du coup, qui va prendre en compte la question et l'historique du chat, ça va être une requête. Et cette requête, ça va être en fait, on va demander à un modèle de langage de la formuler, cette requête. Voilà. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait ici, dans ces 2 bouts de code. Ici, c'est le prompt, du coup, qu'on va formuler au modèle de langage, où on lui demande effectivement de prendre la question posée, la dernière question posée, l'historique de chat, et on lui dit ici clairement « Generate a search query to get information relevant to the conversation ». Donc voilà. Ensuite, après avoir formulé ce prompt, du coup, il faut qu'on indique le nom du modèle. Le nom du modèle qu'on veut utiliser, donc du modèle de langage, ou bien LLM, qu'on veut utiliser pour pouvoir formuler en fait cette requête à partir de la question, la dernière question posée et de l'historique de chat. Et donc ça, on le fait à travers cette syntaxe-ci, et où on va indiquer, notamment ici dans la propriété modèle, le nom du modèle qu'on sollicite. Donc là aussi, on part sur un modèle de Google, qui est donc encore une fois un LLM ou bien modèle de langage, à la différence du modèle qu'on avait utilisé pour pouvoir créer des embeddings un peu plus tôt à partir de notre PDF. Là, c'était un modèle d'embedding. Vous voyez, Text Embedding 004, c'est un modèle d'embedding aussi de Google, mais vraiment d'embedding. Tandis qu'ici, c'est un modèle de langage qui va donc nous permettre ici de générer, de reformuler en fait finalement la question, la dernière question posée en tenant compte de l'historique. Voilà. Et un peu plus bas, on va avoir ce qu'on appelle une chaîne. Parce qu'en fait, ce qui se passe plus haut, c'est que donc on a un prompt, ok, et on a un modèle. Mais on n'a rien qui connecte les deux. Vous voyez, on n'a rien pour communiquer notre prompt à notre modèle. Et la chaîne, c'est ce que ça va nous permettre de faire. Une chaîne, c'est quoi? En fait, c'est une suite d'actions qui va nous permettre d'accomplir une tâche. Sachant que la tâche ici qu'on doit accomplir dans cette première étape, c'est d'obtenir en fait des documents, donc voilà, des bouts du livre qui vont matcher avec la question qui aura été posée ici, quoi, et avec son historique.
Et donc, on a plusieurs actions à réaliser pour pouvoir accomplir cette tâche de récupération des documents. Donc, la première action, donc, c'est de communiquer le prompt là qu'on a écrit ici à notre modèle de langage. Et ensuite, c'est de récupérer du coup ce que le modèle de langage aura généré, c'est-à-dire une requête qui tienne compte de la question et de l'historique de chat, et de fournir cette requête à ce qu'on appelle un retriever. Donc un retriever, c'est un système qui va du coup qui va prendre un bout de texte, donc là en l'occurrence ça va être la requête, la reformulation de la question, et qui va retourner une liste de documents. Voilà, c'est ça, un retriever. Et donc ce retriever, en fait, on le récupère depuis le vector store, donc la représentation de notre base de données ici dans le code. Et donc si on regarde effectivement le code de vector store, donc de la fonction getVectorStore, ici, on voit notamment qu'on sollicite à nouveau un modèle d'embeddings. Et en fait, ce modèle d'embeddings ici, il va nous permettre de transformer la requête qu'on aura récupérée du modèle. Donc attendez, hop, je cherche. Voilà, notre modèle de langage ici nous aura renvoyé une requête. Donc le retriever, il va récupérer cette requête-là. Cette requête va être transformée en embeddings, donc en représentation numérique. Et puis, en fait, c'est ça qui va nous permettre de comparer notre requête sous forme d'embeddings aux embeddings qu'on a dans notre base de données. Ici, voilà. Et quand on compare du coup notre question enrichie, donc la requête, c'est-à-dire la question enrichie de l'historique sous forme d'embeddings avec les extraits du livre qui sont aussi sous forme d'embeddings dans la base de données, on peut forcément plus facilement établir des matchs, et puis des matchs qui tiennent compte en fait de toutes les similarités sémantiques qu'il peut y avoir entre la question et l'historique, et puis les extraits du livre qui sont ici, grâce au fait que tout soit maintenant sous forme d'embeddings. Donc ça c'est super pratique, et c'est possible grâce à cette chaîne d'actions qui est codée ici. Donc maintenant qu'on a prévu cette chaîne pour pouvoir récupérer nos documents, il faut qu'on puisse obtenir une réponse qui soit basée sur ces documents. Et donc, il faut qu'on puisse passer les documents au modèle qui va nous fournir une réponse. Voilà. Et donc, là aussi, on doit formuler un nouveau prompt. Donc, pour ce modèle de réponse, où on va lui transmettre les documents. Ça sera possible en utilisant une variable contexte. Donc, quel que soit le texte ici que vous écrivez, tout ça, là, vous écrivez tout ce que vous voulez. Il faut que dans tous les cas, il y ait cette variable contexte. Voilà, c'est le moyen de fournir les documents récupérés au modèle qui servira à fournir une réponse. Vous lui fournissez aussi au modèle donc la question posée, donc vraiment cette question ici. Vous lui fournissez aussi l'historique de chat. Et puis, en vrai, ici, si vous analysez un peu plus ce prompt, vous pouvez lui fournir aussi des indications supplémentaires sur comment vous souhaitez qu'il formule une réponse. Donc, vous pouvez lui dire que vous ne voulez pas qu'il hallucine, qu'il ne faut pas hésiter à dire « je ne sais pas ». Et surtout aussi, quelque chose d'intéressant qui est le fait qu'on veut que la réponse se base uniquement sur les documents récupérés. Les documents récupérés de la base de données. Et ça, en fait, ça relève d'une technique spécifique qui s'appelle RAG. RAG, qui en fait veut dire Retrieval Augmented Generation. Donc, c'est quoi RAG exactement? En fait, les modèles du coup qui servent, les modèles de langage qui notamment servent à formuler donc des réponses, sont entraînés sur des ensembles de données
qui sont figés. Donc par exemple, GPT 3.5, c'est un modèle de langage qui est entraîné jusqu'à septembre 2021. Donc si vous lui posez des questions sur ce qui s'est passé hier, il ne pourra pas vous répondre. Si vous voulez lui poser des questions aussi sur un document privé, il ne pourra pas vous répondre non plus parce qu'à l'origine, il est entraîné sur des données publiques, quoi. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que notre modèle, il ne nous réponde pas sur du n'importe quoi, sur des données publiques. On veut déjà qu'il puisse avoir accès en fait à un document privé qui est donc le livre. Et donc il faut qu'on puisse lui donner accès à ça. Et ça, c'est possible via cette technique qui s'appelle RAG. Et ici, spécifiquement dans ce prompt, c'est possible du coup en lui passant les documents récupérés du livre à travers cette variable contexte. Donc maintenant qu'on a notre prompt, il faut qu'on puisse identifier le modèle qui va nous permettre de nous fournir une réponse à partir des documents récupérés de la base de données. Et donc ce sera toujours Gemini 1.5, c'est juste qu'il y a des paramètres, des propriétés en plus par rapport au modèle qui nous a permis plutôt de reformuler la question en tenant compte de l'historique. Ici, en l'occurrence, ce qu'on va avoir en plus, ça va être cette propriété streaming true, parce qu'en fait, on a envie que la réponse, on la reçoive progressivement. Vous savez, comme dans ChatGPT, vous recevez la réponse en mode machine à écrire, quoi. Vraiment lettre après lettre, même j'ai envie de dire, et nous voilà, on veut la recevoir de la même manière pour pas attendre trop longtemps. Et puis aussi parce qu'en termes du X, voilà, c'est plus agréable. On lui indique aussi d'autres propriétés qu'on a aussi un peu plus haut, mais bon, c'est l'occasion de voir un peu plus à quoi ça correspond. Donc température 0, ça veut dire qu'on veut pas que... on veut que le modèle soit dans sa réponse assez conservateur, quoi. On veut limiter les risques justement qu'il soit un peu trop créatif, ce qui serait le cas si on augmentait cette température. Voilà, on veut optimiser les chances qu'il nous fournisse une réponse qui soit réaliste et qui soit adéquate. Et après, là, on a aussi Max Retry qui va nous permettre de limiter en fait le nombre de tentatives pour un call. Sachant que nous, en plus, on utilise du coup l'API de Google et on utilise la version gratuite, donc on n'a pas beaucoup de ressources. Donc on va éviter les retries. Je réfléchis, on pourrait aussi mettre d'autres propriétés. On pourrait aussi mettre Max Output Tokens, par exemple à 1500. Donc en fait, les tokens, c'est quoi? Ça va être soit des mots, soit des bouts de mots. Et puis, du coup, ça nous permet d'indiquer le nombre de caractères. Les tokens, en fait, ça va être plusieurs caractères à la fois qui vont représenter soit un mot, soit un bout de mot. Et en mettant un max, du coup, on dit au modèle que il faut qu'il nous donne une réponse en fait qui soit de maximum 1500 tokens. Donc ça fait peut-être 1300 mots, ou peut-être pas loin d'ailleurs de 1500 mots en vrai. Ça dépend. Et comme ça, on évite de trop cramer aussi finalement les crédits qu'on a avec notre API Google, quoi. On fait des économies ici, hein. Je réfléchis les autres propriétés. Là, on renseigne de nouveau la clé d'API, qui est la même que celle qu'on avait renseignée au moment où on a eu besoin d'embed notre livre, puisque c'est toujours Google qui nous aide là-dessus. Et puis voilà le modèle, comme vous savez déjà. Donc maintenant, on a notre prompt, on a le modèle à qui on va communiquer notre prompt, qui va nous permettre d'obtenir une réponse à notre question. Et puis là aussi, on n'a pas de connexion entre le prompt et puis le modèle de réponse. Donc pour cela, on va utiliser une fonction qui nous est fournie, en l'occurrence par LangChain, de la même manière que on avait une fonction qui nous a permis de connecter le prompt et le modèle de la première étape. Là, ça va être pareil, on va
on va utiliser cette fonction Create Stuff Documents Chain qui va en fait nous permettre du coup de passer les documents à notre modèle de réponse. Et enfin, on va créer une dernière chaîne, une dernière suite d'actions pour en fait relier la première étape qui permettait de récupérer les documents et la deuxième qui permet d'obtenir une réponse à partir des documents récupérés. Donc ça c'est possible grâce à cette chaîne qui s'appelle, qu'on peut créer avec la fonction Create Retrieval Chain, où effectivement on va renseigner notre retriever, donc qui est la première chaîne qui nous permet de récupérer des documents en tenant compte de l'historique, et qui va permettre de renseigner la deuxième chaîne qui va permettre de fournir ces documents au modèle de réponse. Donc là, en fait, sur cette chaîne qui va rassembler les deux premières étapes, ce qu'on obtient, en fait, c'est le fait de passer les documents au modèle de réponse. Mais pour pouvoir vraiment obtenir la réponse, on doit appeler, à partir donc, de cette constante, à partir de l'appel de la chaîne globale, on doit appeler une autre fonction. Donc cette fonction, ça peut être plusieurs fonctions différentes. Nous, la nôtre qu'on va utiliser, c'est stream, qui va nous permettre du coup d'obtenir justement sous la forme d'un flux, sous la forme d'un stream, comme je le disais un peu plus tôt, la réponse pour l'obtenir progressivement. Et cette fonction-là, stream aussi, elle va nous permettre de passer enfin en fait les valeurs de input et de chat historique qu'on avait vu dans les prompts un peu plus tôt, mais qui étaient représentés, voyez, par des variables. Donc, il faut bien pouvoir fournir enfin les valeurs. Et puis voilà, donc du coup, c'est possible ici. Et là, effectivement, la réponse de cet appel-là, c'est ce qui va nous fournir la réponse sous forme de stream. Et après, on va faire un petit traitement de cette réponse-là, de sorte qu'elle soit lisible derrière par notre composant d'affichage. Alors maintenant qu'on a défini cette fonction, getChatAnswer, il faut pouvoir l'appeler. Il faut pouvoir l'appeler et comme prévu, on va l'appeler dans l'endpoint /API/chat qui n'existe pas encore, mais qu'on va du coup créer ici dans le dossier app. Voilà, on va créer un dossier API. Donc ça, c'est vraiment ce que prévoit la structure de fichier dans Next. Et dedans, on va créer un dossier qui va s'appeler chat. Et dedans, un fichier route.ts. Donc c'est comme ça que du coup, le chemin de l'API est résolu, quoi. C'est en faisant en sorte que de créer un dossier API dans le dossier app, un dossier chat et après ce fichier route. Alors, je vais récupérer le code de cette route. Hop. Voilà. Là, on va importer notre fonction getChatAnswer qu'on a définie un peu plus tôt. Et voilà, donc honnêtement, pas besoin de se concentrer sur chaque bout de code, on va dire. Donc c'est une fonction en post, donc qui sera appelée encore une fois vraiment à la soumission de la question ici. On récupère donc le body. Dedans, on va avoir un objet qui s'appelle messages et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi, enfin comment du moins. Et donc messages, ça rassemble vraiment tous les messages qui sont dans le chat, donc y compris la dernière question qui a été posée. Du coup, il faut pouvoir récupérer la dernière question ici. Et puis, on récupère aussi les questions d'avant, donc qui vont former l'historique, qui sont là.
Et quand on appelle du coup notre fonction getChatAnswer qu'on vient de définir, on lui passe bien la question, la dernière question, et puis l'historique de chat qui correspond à toutes les questions d'avant. Et on en obtient donc une réponse, comme prévu, qu'on retourne. Et enfin, on va retourner dans notre composant chat où on appelle cette route. On l'appelle ici, comme prévu, comme on l'a vu un peu plus tôt. Et on l'appelle grâce à ce hook qui s'appelle useChat et qui est fourni par une librairie qui s'appelle AI, qui est super pratique. Vous voyez, juste en quelques bouts de code, là, en quelques lignes de code à peine, on peut effectuer donc notre call dès qu'on soumet une question ici. Et on peut fournir quelques options. On peut dire quels sont les messages dès qu'on affiche le chat, avant même d'avoir déjà sollicité l'API. Donc Initial Messages qui va en fait comprendre ce message-là de l'IA et qui a le mérite de nous proposer des exemples de questions. Et on peut aussi indiquer un protocole de stream, donc là en l'occurrence texte, voilà, comme ça on reçoit notre réponse sous forme de texte qu'on affiche du coup directement ici, qu'on va afficher directement ici dans le chat. Et ce qui est super chouette avec le fait d'utiliser ce hook useChat, c'est qu'il nous fournit du coup lui en réponse quand on l'appelle plein d'objets et de méthodes super pratiques. Donc le messages qu'on a retrouvé ici dans le body de l'endpoint, en fait il est là et ça correspond en fait à tous les messages. Donc là ici il nous sert surtout à l'affichage, puisqu'on itère dessus pour afficher chacun des messages du chat. Il nous fournit aussi un input qui en fait correspond à la valeur de l'input, donc à ce qu'on tape ici. Et il nous fournit d'autres fonctions que nous, là, les dev front, on est habitué à coder à la main. Le fameux handle change, le handle submit, voilà, qu'on met sur l'input, qu'on met sur le form. Et donc ça, c'est super, super cool parce qu'on n'a pas besoin de les implémenter nous-mêmes, ces fonctions. Donc vraiment useChat, c'est une couche d'abstraction comme ça qui nous fournit des méthodes qu'on utilise tout le temps sans qu'on ait à travailler dessus. On a même un state là, isLoading, qu'on peut mettre en l'occurrence sur le bouton. Donc au lieu d'afficher OK ici, dès qu'on soumet une question, on aura un loader qui apparaîtra jusqu'à ce que la réponse apparaisse dans le chat. Alors, normalement, on a codé tout ce qu'on avait besoin de coder. Voilà, tout notre code back-end est prêt. Donc là, ça veut dire concrètement que si on va dans notre chat ici et qu'on pose une question, on est censé avoir une réponse. Donc une question sur le livre. Réussir ces tests techniques en développement web. Qu'est-ce qu'on va poser comme question? Je vais taper en quoi consiste le contenu du livre. Tac, roulement de tambour. On soumet la question. On a bien notre loader là. Génial, regardez là, on a notre réponse qui est bien apparue. C'est formidable. Oh, regardez-moi ça. Ce livre explique une méthode pour réussir les tests techniques en développement web front-end en construisant pas à pas une application web typique de ce genre d'exercice. Et c'est exactement ça, les amis. Trop bien. Oh là là. Voilà, écoutez, je vous invite à lire le reste de la réponse. Moi, là, en la parcourant, franchement, ouais, c'est exactement ça. C'est une très bonne reformulation de ce que j'indique dans le livre. Ça précise d'ailleurs que ça peut vous aider, donc le livre, non seulement pendant vos tests techniques, mais aussi une fois que vous êtes en entreprise et sur des projets perso, ça c'est vrai. Donc si vous voulez créer une app tout court, c'est vraiment un livre qui peut très bien vous guider
vous guider en ce sens. Et puis effectivement aussi, on voit tout ce qui est test unitaire et test d'intégration. Donc si vous avez des sueurs froides, rien qu'à vous imaginer à en faire, lisez le livre. Non, mais c'est chouette en fait, parce qu'il résume bien, en fait, il parle bien du propos en fait du livre, il les présente bien quoi, donc top. Merci Gemini, notre, notre modèle qui nous génère des réponses et voilà, t'as bien fait ton taf quoi. T'as bien fait ton taf, ça fait plaisir. Alors, on va poser d'autres questions à notre chatbot. Si on s'inspire des exemples ici, on va lui en poser une sur les tests unitaires. Tiens, est-ce que le livre montre comment rédiger des tests unitaires? Oui, le livre aborde l'écriture de tests. L'auteur privilégie une méthode réaliste et facile à prendre en main, notamment pour ceux qui ne sont pas familiers avec les tests. Oui, effectivement, il y a tout un chapitre sur les tests unitaires et d'intégration, et c'est vrai que on voit vraiment ligne par ligne comment rédiger ces tests, parce que je sais que notamment quand on est novice ou bien junior, on a une tendance à être assez angoissé par la perspective de rédiger des tests. Alors qu'en fait, quand on s'y prend vraiment progressivement, et aussi au bout d'un certain temps, on prend le pli et on finit par réussir à rédiger des tests et même par être contente et content de le faire parce que ça sécurise vraiment le code. Donc vraiment, le livre fait en sorte de vous mettre à l'aise le plus possible dans cela. Et on voit pas mal de use cases différents, d'erreurs différentes, etc. Donc oui, tu as raison, assistant IA, encore une fois. Et on va lui poser encore une dernière question. Bah tiens, regardez, on va vraiment faire un copier-coller de celle-ci. Est-ce que le livre peut m'aider à coder proprement, même une fois en entreprise ou en tant que freelance? Pas juste dans le cadre des tests techniques. Oui, le livre vise à vous apprendre à écrire un code propre et facile à expliquer, compétences utiles en entreprise comme en freelance. Il met l'accent sur la compréhension du code de bout en bout. Oui, donc effectivement, moi je vous dis hein, dans le livre que moi, c'est des méthodes que j'utilise encore aujourd'hui, dont je vous parle dans le livre, même en entreprise, même voilà, sur des projets qui n'ont rien à voir. Donc c'est chouette. C'est chouette que l'IA le corrobore. Et puis, écoutez, ce chatbot est présent en production sur mon site, en l'occurrence aleurondev.com. Donc, je vous invite à y aller et puis à poser vos propres questions sur le livre Réussir ses tests techniques en développement web, qui est aussi donc, disponible sur cette page, hein, Réussir ses tests techniques. Et vous avez aussi des informations sur le livre là dans ces deux sections, description et puis inspiré d'une histoire vraie, tiré d'une histoire vraie. Voilà, donc vous pouvez comme ça vous faire vraiment votre propre idée grâce au chatbot et puis vraiment découvrir de façon assez exhaustive, je dirais, le livre pour ensuite vous le procurer et puis réussir toutes vos applications en vrai. Écoutez, je vous mets à disposition le code de base de ce repo comme prévu. Donc le code front là sur la chaîne, sur la branche main. Et puis le code back, je vous le mettrai sur une autre branche si jamais vraiment vous avez besoin de récupérer des informations dedans. Comme ça, vous avez le choix. Soit vous créez vous reproduisez le tuto en gros quoi. Et vous recréez tous ces fichiers back-end de votre côté pour bien intégrer comment ça fonctionne. Ou bien vous récupérez la branche avec directement le code back-end et puis vous créez votre propre chat à partir de vos propres PDF. Voilà. Et voilà, on a fini cette vidéo, ce tutoriel sur comment mettre en place un chatbot propulsé par l'IA pour pouvoir poser des questions et recevoir des réponses sur un livre en PDF. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez beaucoup appris et que ces enseignements vous aideront par la suite dans votre parcours de dev.
Si c'est le cas, bah écoutez, je vous invite à vous abonner et aussi à partager la vidéo. Et bien évidemment, encore une fois, offrez-vous ce cadeau-là, cet allègement de charge mentale, ces 4 années de dev qui sont les miennes, d'un coup, en vous procurant le livre Réussir ses tests techniques en développement web, dont le lien est présent en barre de description. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente continuation et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao ciao